Bienvenue dans le cours télévisé de l'organisation administrative marocaine. Je suis Idrissi Amal, chargée du cours à l'université Moulay Ismaïl de Meknès. Alors je crois que cette séance, je ne vais pas reprendre parce que je pense que vous avez appris votre plan par cœur maintenant à force de le répéter. La séance passée, j'ai essayé de parler d'une manière plus ou moins approfondie sur la décentralisation, comme elle a été introduite par l'article 1 de la Constitution 2011 et comme elle a été expliquée par la loi organique de 2015 à travers les 3 collectivités territoriales, à savoir la région, province et préfecture et commune. Alors, cette séance, j'ai pensé à faire une chose, et je crois que ça répond à un de vos besoins au niveau du travail universitaire, à savoir comment répondre à une question d'examen. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas une nouveauté pour vous, ce n'est pas l'information qui manque aux étudiants. Les informations, pour n'importe quelle matière, et le savoir est disponible par un seul clic. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on cherche. C'est facile de le trouver. Je ne parle pas des blogs, parce que le blog, ce n'est pas académique. Ça, c'est autre chose. Et je ne parle pas de journaux. Ça, c'est un support d'information. Et ça s'arrête là. Moi, je parle des ouvrages. Je parle des auteurs qui se sont cassés le dos pour élucider une idée ou un principe de droit ou une pensée ou une théorie. Alors, donc, le savoir est disponible. Vous allez me dire quel est le problème. Une fois qu'on a le savoir, on peut répondre, et l'information, on peut répondre à n'importe quelle question. Là, je vous dis, je ne serai pas d'accord avec vous parce que je viens de recevoir via email des exposés de la part des étudiants, et j'ai vu que le vrai problème des étudiants, c'est au niveau méthodologique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire de cette séance une séance de méthodologie avec un exemple. Un exemple pour vous montrer comment utiliser les informations si la question, c'est une question qui est composée. Ou même si c'est une question directe. Alors, les étudiants, la majorité des étudiants aiment bien avoir le support du cours du professeur. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de ne pas chercher, de ne pas aller chercher l'information, de ne pas s'investir et le goût pour chercher et le développer d'abord. Parce que si vous ne le faites pas à la fac, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le faire. Ça, c'est une occasion en or de développer le savoir par la recherche au niveau de l'université. Alors, les étudiants préfèrent un support de cours qui est le support de prof, ce n'est pas votre support. C'est très important pour le prof. Pourquoi ? Ça va lui permettre d'organiser son cours et de voir comment il va évoluer le long des séances pour ne pas, afin d'éviter les redondances et d'avancer un cours qui est cohérent, un cours qui est bien ficelé, un cours qui est compréhensible. C'est tout. Alors les étudiants, au lieu de consolider ce plan ou bien ce support de cours par une recherche qui va leur permettre de se familiariser avec les concepts juridiques, se familiariser avec les définitions, se familiariser avec l'enchaînement d'un auteur à travers un chapitre ou bien une section ou bien une conclusion, ils préfèrent un support de cours du professeur, l'apprendre par cœur sans le comprendre sous un arbre, et lorsqu'il y a une question à l'examen, il est en train de chercher où est la réponse, alors que la réponse suppose 3-4 éléments de ce support, peut-être pas dans l'ordre. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez une compréhension profonde de votre support, peu importe la question, j'ai au niveau de ma tête la capacité de répondre à cette question avec confiance. Alors,
Je commencerai par une chose qui est classique, c'est que tout travail académique suppose une introduction, un développement et une conclusion possible. L'introduction a des éléments qu'il ne faut pas rater. On a une définition, et c'est le pourquoi du glossaire, parce que vous allez être amené à définir le concept de la question posée. Et on va travailler sur un cas. Il y a une définition, il y a un historique. Chaque concept derrière ce concept-là, il y a un historique qu'il faut connaître à travers les lectures ou bien le support de cours. Ça, c'est une chose qui vous concerne. Et on a l'intérêt. Impossible d'avoir une question qui n'a pas d'intérêt. Par exemple, quel est l'intérêt de la décentralisation? Quel est l'intérêt de la déconcentration? Où est-ce que vous allez l'inscrire? Est-ce que vous allez l'inscrire dans la modernité? Est-ce que vous allez l'inscrire pour plus de démocratisation? Est-ce que vous allez l'inscrire dans le développement de la notion d'État? On passe d'un État qui contrôle un État régalien vers un État qui est régulateur, un État qui est partenaire, un État qui est bailleur de fonds. Donc, à vous de voir. Et ça, vous ne pouvez le développer qu'à travers les lectures. Alors, vous avez la définition, l'historique, l'intérêt. Il faut limiter le sujet. Impossible de travailler sur un sujet si vous ne tracez pas les limites. Je vous donne un exemple immédiatement. Regardez, lorsque j'étais en train de travailler sur la décentralisation, la première des choses que je vous ai dit, c'est quoi? Après la définition, bien entendu. Je vous ai dit que je ne vais pas parler de la décentralisation spécialisée ou technique. Pourquoi? Parce que vous allez la voir au niveau de S5 à travers les services publics et les entreprises publiques ou bien les entreprises nationales. Alors, j'ai limité la décentralisation au niveau des collectivités territoriales. Je l'ai limité et je l'ai fait exprès. Donc, vous aussi, vous n'allez pas, par exemple, s'il y a une question qui a un caractère général, par exemple, les compétences du roi. Vous allez parler de quel roi? Bien entendu, vous allez parler du roi du Maroc. Vous n'allez pas parler du roi de l'Espagne. Donc, automatiquement, vous allez dire, on va se limiter aux compétences administratives du roi, qui est le chef d'État marocain. J'ai limité. Après les limites, il y a un point qui est très important, à savoir la problématique bête noire des étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'on peut poser n'importe quelle question. La problématique doit toujours être liée à la question qu'on va poser. Il ne faut pas poser une autre question. Il faut poser, reformuler la question qui a été posée et garder les mêmes concepts et garder les mêmes termes qui définissent la question en elle-même. Alors, la problématique ou hypothèse, si par exemple vous ne l'avez pas en tête, c'est-à-dire vous l'avez mais vous avez des hésitations, vous pouvez faire une chose. Gardez la même question qu'à l'examen, écrivez-la en crayon et mettez un point d'interrogation. Et après, vous allez revenir pour essayer de lui donner un aspect plus présentable, un aspect qui est clair, un aspect où c'est clair dans notre tête qu'est-ce que vous voulez et comment vous allez répondre à la question posée à l'examen. Et de la problématique, bien sûr, vous allez annoncer votre plan. Un plan qui est souvent divisé en 2 parties et chaque partie est divisée en 2 sous-parties et qui vont former le développement. Vous avez grand 1 et grand 2 et vous avez grand A et grand B et ici vous avez aussi grand A et grand B et vous avez une conclusion qui ne doit jamais être le résumé. Si c'est le résumé, c'est pas la peine parce qu'elle n'est pas obligatoire. Ou bien la conclusion va être sous forme d'une ouverture d'horizon et on va poser une question,
Par exemple, je parle de la déconcentration, je peux dire dans la mesure où le Maroc essaye de consolider la régionalisation avancée, est-ce qu'il n'est pas temps de faire accompagner la régionalisation avancée avec une déconcentration aussi avancée? Voilà, pour avoir un équilibre. Parce que comme je l'ai dit dans les explications, impossible d'avoir une décentralisation avec une régionalisation avancée s'il n'y a pas une bonne déconcentration. Alors là, au niveau du plan, il faut faire attention, c'est que ici, il faut qu'il y ait un petit chapeau. Ça, ce sont des choses qui essayent de vous montrer comment ficeler une dissertation. Je ne peux pas parler de ces deux sous-parties sans pour autant avancer un chapeau qui va les expliquer et pourquoi je vais parler de ces sous-parties. Donc ce sont toujours des éléments qui vont vous permettre de démontrer davantage et de justifier davantage votre plan. De passer de la première partie à la deuxième partie, il faut ici une phrase de transition. C'est-à-dire, après avoir traité, par exemple, tel point au niveau de ma première partie, il serait intéressant de voir la deuxième partie à laquelle j'ai dédié, par exemple, la portée du principe, ou bien les limites du principe, ou bien les entraves, ou bien l'évolution. Ça dépend de la question. Il n'y a pas je n'aime pas donner de plan. Pourquoi? Parce que souvent les étudiants prennent ça comme le meilleur plan. Il n'y a pas de meilleur plan. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un plan qui est justifié et un plan qui n'est pas justifié. Je peux, par exemple, pour une seule question, je peux vous donner 10 plans. Et ils sont complètement différents. Mais ils sont autour de la même problématique. Mais la manière avec laquelle j'ai exprimé mes parties peut être différente d'un plan à un autre. Mais le contenu, il est le même. Donc, c'est la raison pour laquelle j'évite de donner un plan. Souvent, les étudiants, je donne un plan, ils l'apprennent par cœur et parfois il peut me le mettre même si la question ne le suppose pas. Donc j'essaie de les aider avec des études de cas et on essaie ensemble de dégager un plan que je peux donner des corrections et mettre les corrections à leur disposition. Mais je suis sûre et certaine que les étudiants et les étudiantes vont apprendre par cœur la correction, ce qui va les déranger au moment de la dissertation à l'examen parce qu'ils auront cette correction en tête et ils vont être esclaves à cette correction. Au lieu de les aider, ça risque de les tirer vers le bas. Alors maintenant, je vais essayer de vérifier ou d'appliquer ce que je viens de vous dire, parce que là, ça reste théorique. Il faut appliquer ça au niveau d'une dissertation. Alors, je vais essayer, par exemple, si à l'examen ou la question posée, c'est la libre administration, par exemple, au niveau des collectivités territoriales. Voilà. Supposons que vous avez ça à l'examen. Est-ce que vous allez réciter? Qu'est-ce que ça veut dire la libre administration? C'est un petit paragraphe. C'est rien. Mais où est-ce que vous voyez? C'est-à-dire là, il faut vraiment avoir une visibilité du cours en général. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, à chaque séance, j'ai essayé de reprendre le plan parce que le plan, il faut l'avoir en tête, détaillé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce point? Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre point? Comme ça, vous allez voir par vous-même quelle est l'expression de cette libre administration au niveau de tout le cours, l'organisation administrative. Moi, je vais vous aider en vous poussant à vous poser des questions. Regardez, est-ce que la libre administration, vous ne la trouvez pas déjà au niveau de, par exemple, des élections? Vous avez par exemple que ça soit au niveau de la province, au niveau de la préfecture, au niveau de la commune, vous avez des élections qui vont dégager un président et qui vont dégager un conseil qui va délibérer et qui va exécuter les délibérations. Bien entendu, il y a le contrôle, mais ça c'est autre chose. Alors,
Et ça, est-ce que pour vous, c'est pas une libre administration? C'est-à-dire, ça concerne la collectivité, il n'y a pas un intrus, il n'y a pas quelque chose du pouvoir central. En ce moment-là, est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est un aspect, un élément fondamental de la libre administration? Premier point. Deuxième point, est-ce que vous ne voyez pas que le fait, chaque collectivité territoriale développe un plan de développement de sa collectivité. Par exemple, la commune, ils ont un plan d'action communale. Province et préfecture ont un programme de développement provincial et préfectoral. La région a un plan de développement régional. Est-ce que vous ne voyez pas ça, une libre administration? Il n'y a pas un intrus de la part du pouvoir central. Un troisième élément, lorsque par exemple la collectivité, via le principe de la subsidiarité, a des compétences qui lui sont propres. Ce sont mes propres compétences, prévues par la loi organique. C'est à moi, c'est mon domaine. Il n'y a personne qui intervient. Et en plus de ça, il y a même des compétences qui sont transférées par l'État et qui risquent de devenir des compétences propres si j'arrive à les réussir. Donc ça, c'est un deuxième point qui est important. Et aussi, pour argumenter davantage, vous avez cette contractualisation au niveau de laquelle j'ai le choix. Une contractualisation avec l'État où il y a le choix. Il y a un choix pour la collectivité territoriale concernée de se lier à l'État par un contrat ou de refuser de le faire. Est-ce que ça, c'est pas une libre administration? Le libre choix, est-ce que c'est pas de la libre administration? Aussi, vous avez, par exemple, une commission de l'opposition. Une commission réservée à l'opposition permanente, qui risque c'est-à-dire c'est une commission qui va remettre en cause les décisions en avançant le pourquoi de la chose. Est-ce que ce sont des décisions qui ne répondent pas à l'intérêt de la collectivité? Est-ce que ce sont des décisions qui ont un caractère purement politique? Est-ce que ce sont des décisions qui ne coiffent pas réellement l'intérêt de la collectivité en question? Donc vous avez un autre point au niveau de la libre administration. Est-ce que vous ne voyez pas aux commissions, par exemple, qui ont un caractère consultatif, des commissions qui ont un caractère consultatif, je n'ai pas eu le temps de les développer dans le cours parce qu'il n'y a que 25 minutes. Donc les commissions consultatives, à travers, par exemple, le genre et la parité, à travers les jeunes, à travers les acteurs économiques. Donc là, c'est-à-dire, j'aurai affaire à des forces de la société que je vais intégrer dans mes programmes pour mieux les servir. Parce que vraiment, ils sont le miroir de la collectivité territoriale en question. Parce que lorsque je vois, par exemple, le programme d'action communale, pourquoi? Quelle est son utilité? C'est pour répondre aux besoins réels en tant que collectivité de proximité. Aussi celui de la province et préfecture. Pourquoi? Rappelez-vous l'élément fondamental, c'est pour assurer un développement social. Et pourquoi ce programme? C'est pour éliminer la précarité et l'exclusion et ce fossé qui n'a pas cessé de s'élargir à travers les régions, à travers provinces et préfectures, à travers le monde urbain et son corollaire, le monde rural. Donc on a dédié une collectivité qui va prendre soin de cette marge de société qui vit la précarité et l'exclusion. Donc l'ensemble de ces éléments-là vont former le corps de la libre administration. Très bien. Et je peux m'arranger pour faire par exemple ça un grand A et un grand B pour les articuler d'une manière équilibrée. Alors, toujours dans une dissertation juridique, il ne faut pas perdre de vue
Il ne faut pas l'avoir, c'est-à-dire répondre à la question d'une manière qui est monotone, c'est-à-dire à un seul niveau. C'est-à-dire, je suis en train de réciter les compétences. Par exemple, souvent les étudiants, ils vont réciter les compétences des collectivités territoriales. Ce n'est pas la question. La question, c'est où est-ce que vous voyez la libre administration au niveau des collectivités territoriales, communes, provinces, préfectures et régions. Pour éviter à ce que votre dissertation soit monotone et on traite la même chose, et en droit, comme vous le savez, il y a toujours le oui et il y a le mais. Il n'y a jamais un principe à des exceptions près. Chaque principe, il est assorti d'exceptions. Ça, il faut le mettre dans votre tête une fois pour toutes. Toujours, je suis en train de préparer, je fais le principe et dans ma tête, lorsque je vois un élément qui fait exception, je dois le mettre sur une fiche qui va me permettre en révisant de dire voilà, dans ma tête, j'ai déjà les éléments de ma première partie et les éléments, les exceptions, je vais les mettre, ou bien les limites, ou bien les entraves au niveau de ma deuxième partie. Donc, à votre avis, qu'est-ce que cela suppose? Suppose que cette libre administration n'est pas aussi ouverte et libre qu'on en a l'impression. Il y a la libre administration, certes, elle est prévue par un texte de loi, certes, mais le texte de loi aussi, il a prévu qu'il y a un contrôle. Et un contrôle administratif et un contrôle budgétaire. Voilà, 2 points très importants. Déjà ici, vous avez votre grand A et votre grand P. Un contrôle administratif au niveau de la légalité, assuré par l'agent d'autorité. Si je suis au niveau de la région, ça va être le wali. Si je suis au niveau de la province et préfecture et la commune, ça va être le gouverneur. Et il y a un contrôle budgétaire de la part de la Cour des comptes. Et vous avez aussi un contrôle budgétaire de la part de l'autorité administrative territoriale. Alors, là, voilà comment vous pouvez aménager votre plan. Ça, c'est une possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je vous donne l'idée générale, c'est-à-dire, voilà la chose, le socle important qui doit exister au niveau de votre dissertation. Essayez de l'aménager comme vous voulez. Moi, je trouve que, et il ne faut pas oublier, il doit être logique. Il faut que l'enchaînement soit logique. Je ne peux pas, au niveau du contrôle, je vais parler des compétences, par exemple, propres à la commune. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas au niveau du contrôle. Je parle de la libre administration et je vais réciter tout ce qui se rapporte aux compétences propres à la commune, province, préfecture et région, les compétences trans... Non. Il faut bien organiser. Vous êtes en train de faire une démonstration. Mettez dans votre tête que lorsque je suis en train de répondre à une question de droit, je suis en train de faire la démonstration. Par exemple, je suis en train de répondre à la question est-ce que le roi c'est une autorité administrative? Souvent les étudiants ils me mettent voilà, le roi il préside. Le roi, il nomme. Deuxième partie, je vais faire la jurisprudence. Ok, bon. Mais justifiez pourquoi vous voulez faire appel à la jurisprudence. Si vous ne la justifiez pas, ça va être comme des cheveux dans la soupe. Et ça, je l'ai vu au niveau de pas mal de dissertations. À chaque fois que vous avancez un point, il faut dire pourquoi vous voulez parler de ce point-là. Pourquoi? Quelle est l'utilité? Rappelez-vous, lorsque j'étais en train de vous expliquer est-ce que le roi c'est une autorité administrative? Et si c'est le cas, est-ce que les actes royaux sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir? Alors, je l'ai fait dans le cadre où je suis en train de démontrer d'abord, peut-on considérer le roi comme autorité administrative? Je ne peux pas répondre à cette question parce que moi, je ne suis pas la bouche de la loi, c'est le juge. Mais on va essayer tant bien que mal de voir le texte juridique suprême qui est la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de 2011. On va voir qu'est-ce qu'elle a réservé au niveau du titre de la royauté. Alors, au niveau du titre de la royauté, on voit très bien que le roi, il préside, on voit très bien que le roi, il nomme, on voit très bien que le roi, il a un pouvoir disciplinaire et on voit très bien qu'il a l'initiative. Ça, ce sont des éléments, 4 éléments du critère de n'importe quelle administration. Ok? Maintenant, voyons voir ce que le juge a fait de ça.
Eh bien, le juge, depuis 1960, depuis la première affaire, et même avec la délégation, il y a un consensus jurisprudentiel sur lequel le juge a avancé, il a pris en considération la personne qui a effectué l'acte et non l'acte. Ils n'ont même pas vérifié l'acte. Ils se sont référés à la personne qui est le roi et ils ont dit le roi n'est pas une autorité administrative. Donc, les actes royaux ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Malgré l'existence de l'article 118 de la Constitution de 2011 qui a avancé comme quoi les actes réglementaires, que ce soit à caractère individuel ou pas, sont susceptibles d'un recours d'excès de pouvoir. Un arrêt de 2016, et je voulais présenter la séance où j'ai traité l'institution royale, et bien le juge, il a confirmé la décision de l'affaire Randa en 1960 et il est resté sur la position de ses prédécesseurs en 1960, corroboré par le président de la Cour suprême qui est devenu maintenant Cour de cassation, Feu Bahnini, comme quoi le roi c'est Amir al-Mouminin, il ne peut être considéré comme une autorité administrative. Le seul recours qui reste, c'est le recours gracieux. Donc, j'espère que à travers ces points, vous avez vu que au niveau de la dissertation, les informations et le savoir est très important. Le plus qu'il est riche, le plus que vous allez avoir une marge de manœuvre d'utiliser un élément ou un autre. Le réciter, c'est un suicide, parce que souvent il ne répond pas à la question. Apprendre des plans, c'est un autre suicide dans la mesure où vous allez être esclave à ce plan qui a été diffusé, je ne sais pas, par vos camarades, ou souvent vous faites les photocopies des résumés, ce qui est une chose très très mauvaise, parce que le résumé doit être fait par l'étudiant lui-même, comme ça il est en train de fixer les idées, de résoudre le problème avec le concept, et de résoudre le problème avec la langue aussi, parce qu'avec les lectures, on développe la langue. Il n'y a pas d'autre issue pour développer une langue qu'à travers les lectures. Je pense que ces éléments-là vont être d'une grande utilité pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que ces cours ont pu pas remplacer, on ne remplace jamais un cours au niveau de l'amphi, mais quand même une bonne piste pour pouvoir préparer vos cours et se préparer pour l'examen. Sur ce, je vous dis bon courage et bonne continuation. Merci de votre attention.